Bonjour, aujourd'hui chronique bande dessinée, manga, avec le sixième tome de l'édition Deluxe de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, qui correspond donc au volume 11 et 12 de l'édition originelle. Accessoirement, ou pas, c'est avec ce volume que nous arrivons enfin au milieu de la série, après quelque chose comme 2500 pages de BD tout de même. C'est sans doute un moment crucial dans la série, mais aussi dans ma lecture. Après un tome 5 de l'édition Deluxe qui, globalement, ne m'avait guère parlé, je m'étais procuré ce tome 6 dans la foulée et supposais que ce serait le moment de faire le point, en décidant si je poursuis l'aventure ou non. Et arrivé à la fin de ce volume, je ne sais en fait pas ce que je vais faire concernant la suite. Parce qu'il y a des choses qui me saoulent, et d'autres que j'admire. Des gimmicks qui m'amusent, d'autres qui m'irritent, des personnages que je déteste, d'autres que j'ai encore envie de suivre. Il me paraît plus difficile de singulariser dans ce volume des trames principales, et même de le découper en fonction des deux tomes originels qu'il compile. Réalité de la BD ou pur effet subjectif de ma lecture, j'ai l'impression que tout cela est devenu plus brumeux, à l'étape au-dessus, disons. Ce qui au fond n'aurait pas forcément grand-chose d'étonnant, la série reposant sur des codes de thriller appliqués à grande échelle, sur une trame globale impliquant nombre de personnages dans une chronologie plurale et complexe, et par ailleurs subvertissant sans cesse ce que l'on sait ou croit savoir de ces personnages dans un jeu pervers de cliffhanger et de révélation. Le problème étant que ces derniers fonctionnent plus ou moins. Ce qui en témoigne le plus, et m'inquiète tout particulièrement ici, c'est que la grosse révélation de ce volume, à sa toute dernière page, portant sur l'identité d'Amy, jusqu'au prochain retournement de situation, m'a laissé totalement froid en fait. Alors que l'identité d'Amy est censée être THE gros machin depuis le début de la série. Essayons quand même de voir ce qui se passe avant. L'album s'ouvre sur la prolongation de ce qu'il y avait de mieux dans le volume précédent. La jeune idiote Kyoko Koizumi, coincée avec l'inquiétant, oui cette fois, Sadakiyo, et une ribambelle de confusions et quiproquos qui va avec, où l'héroïne Kana a sa part. Tous ces personnages sont menacés par les Dream Navigators, ardents fanatiques d'amis, guère étouffés par les scrupules, ou plus exactement leurs chefs. Les grouillots sont lobotomisés, se contentant d'obéir dans la joie et les remerciements, et qui sont prêts à commettre un massacre pour conserver les petits secrets de leur secte. Arrive opportunément Yoshitsune, que retrouve donc Kanna. Tous ces tontons semblent revenir les uns après les autres, outre cet tata Yukiji, dont la tournure ne cesse de me décevoir. Au passage, Sadakiyo se livre à une confession douloureuse portant sur un autre tonton, qui participe de son statut ambigu, indiscernable, de personnage gris dans un monde autrement en noir et blanc. On le hait et on le plaint, alternativement ou en même temps. Peut-être y a-t-il cependant autre chose en lui, peut-être même une sorte de héros malgré tout. Mais l'essentiel, concernant Kanna, est la révélation, pour elle, le lecteur le savait depuis un épisode bien antérieur impliquant le fameux tonton Kenji, qu'Ami, l'odieux Ami, serait son père. Il y avait aussi cette idée que sa mère, Kiriko, la sœur aînée de Kenji, donc, pourrait ressurgir bientôt. D'où notre Kanna qui se lance sur la piste de ses origines, via un hôpital perdu dans un charmant trou du Japon, où, avant de laisser la place à des cinéastes amateurs, plutôt une bonne idée ça, une équipe de bactériologistes a peut-être accompli des travaux cruciaux, même si avant tout s'impose de plus en plus l'idée que Kiriko elle-même, en mode Godzilla de son propre aveu, a sans doute eu sa part dans la création du virus qui a provoqué le grand bain de sang de l'an 2000. Cette piste est relativement intéressante, mais aussi peut-être parce qu'elle éloigne Kanna de son délire messianique à base d'union des mafias chinoises et thaïlandaises pour protéger le pape des exactions d'Ami, ce qui constituait une part essentielle de la narration du volume 5 et qui m'avait considérablement déçu, et c'est peu dire. Mais la piste médicale ne s'arrête pas là. D'autres se lancent en effet sur la piste d'un personnage peu ou prou nouveau dans la série, mais lié à cet égard tant à Kiriko qu'à Kanji, le docteur Yamane. Ici, ce sont les rares flashbacks enfantins qui fonctionnent le mieux, avec un petit Yamane, lui aussi inquiétant, d'une manière plus perverse que le petit Sadakiyo, et 2-3 révélations qui changent la donne quant au pouvoir d'oracle supposé de Kenji, notamment en questionnant sous un angle assez inattendu pour le coup le nouveau cahier de prédiction, qui constituait sans doute un apport essentiel du tome 5. Un des rares trucs à en sauver peut-être.
Hélas, nos enquêteurs dans ce présent volume ne sont pas les plus attachants. Le vieux tonton Ocho, dit Shogun, décidément trop héros couillu de chez Couillu pour me parler, et le terne genou de mangaka qui l'accompagne, Kakuta, nos deux évadés de la Luciole des mers donc, et j'ai décidément du mal avec eux. Il est cependant une sous-trame qui m'excite bien davantage, mais qui pour l'heure n'est quasiment pas développée. Pourtant elle repose sur une base assez trouble puisqu'il s'agit à nouveau du retour d'un tonton de Kanna censément disparu. En même temps, je suppose que personne ne pouvait véritablement croire à la mort de ce bon gros Maruo. La surprise, c'est de le faire ressurgir bien loin des autres, et tout particulièrement du commandant qui ne s'assume pas comme tel, Yoshitsune. Maruo est en effet devenu une sorte de manager, conseiller, confident pour Namio Haru. Qui ça? Eh bien, ce personnage tellement secondaire qu'à ce stade il n'en était même pas un, le chanteur passablement ridicule, mais star néanmoins, que l'on diffuse sans cesse sur toutes les ondes pour son dernier tube, le terriblement crétin Hello Hello l'Expo, hymne de l'exposition universelle nippone à venir. Le souvenir de l'exposition universelle de 1970 à Osaka est très important dans la bande dessinée, et en cela elle contient quelque chose de très fort et très juste concernant les mentalités japonaises de l'après-guerre. Cette exposition a effectivement été déterminante à cet égard. Les gamins de la bande à Kenji ne pouvaient qu'en être affectés. Or, le chanteur à l'élégant et anachronique kimono n'est sans doute pas la coquille vide que l'on croit tout d'abord. Et avec son comparse Maruo, bien changé sous ses lunettes de soleil, avec un catogan de rigueur, il semble bien décidé à agir contre ami, envisageant même un temps l'option terroriste. Voilà du coup deux personnages très énigmatiques et plutôt intéressants. J'espère que Naoki Urasawa parviendra à en tirer quelque chose. Pour l'heure, dans la suite du volume, le petit arc consacré à Maruo et Namio Haru fait en gros la transition entre les deux tomes ici compilés, occupant les premiers épisodes du second, ne s'amorce guère que les retrouvailles entre Maruo et Kanna. Retrouvailles, encore. C'est justement en cela que les deux tomes cette fois ne me paraissent pas aussi évidents à distinguer que dans les volumes précédents. Passé cet intermède, c'est bien la piste médicale bactériologique qui reprend, mais pour le coup, plus la traque de Yamane que celle de Kiliko. Là encore, le retour à l'enfance, c'est probablement ce que l'on peut en tirer de plus satisfaisant. Le passage contemporain, 2014, alors que l'on se met à redouter que 2015 soit la vraie fin du monde, bim hop, me paraît autrement convenu jusque dans la confrontation avec Ami qui l'orchestre, avec des conséquences notables pour l'évolution de la série dans les toutes dernières pages, mais qui m'ont donc laissé passablement froid. Là, il y a vraiment un souci, et alors même que c'est l'occasion d'importantes retrouvailles. En fait, dans ce tome 12 originel, outre le bref arc centré sur Maruo et Namio Haru, donc, qu'il introduit, je ne retiens pas grand-chose. Peut-être cependant cette bizarrerie assez complexe, quand Yoshitsune et Yukiji se rendent compte qu'il y a un problème chronologique dans les délires d'amis dont a été victime Koizumi. Des dates ont été mélangées avec des incompatibilités. Les personnages, Yoshitsune surtout, chez qui cela vire à l'obsession, cherchent donc à déterminer si Ami s'est trompé ou a menti, et pourquoi. C'est potentiellement intéressant, en revenant sur la séquence de souvenirs virtuels de Koizumi avec les enfants rôdant dans la maison hantée, plutôt un bon moment de la série, dans le tome 4. Mais aussi du coup avec quelque chose d'un peu absurde quant aux implications exactes de cette expérience, qui, pour être au fond une simple reconstitution virtuelle, semble dissimuler aux yeux des personnages une réalité qui ne pourrait véritablement se concevoir que dans un cadre autrement plus fantasque d'exploration exacte de la psyché, sinon à proprement parler de voyage dans le temps. Mais en l'état, tout le monde se retrouve dans la salle de biologie, et les révélations s'enchaînent, jusqu'à l'ultime concernant Ami, grosse pirouette en su. Sauf que je m'en foutais passablement en fait. Souci. Lire la suite ? Il y a sans doute de la compulsion, mais je crois que j'en ai encore envie. Pourtant, bien des choses ne me satisfont pas dans cette BD à l'évidence, et je suppose qu'on peut dire, de manière globalement objective, qu'elle est très inégale. Elle manie certes une ou plutôt des intrigues extrêmement complexes, qui plus est dans un cadre chronologique lui aussi bien compliqué, et faisant intervenir toute une kyrielle de personnages, quitte à en rajouter encore et encore, notamment en revenant tardivement sur des noms à peine entrevus dans les tout premiers épisodes de la série. Pour gérer tout cela, Naoki Urasawa, peut-être Takashi Nagasaki aussi, fait régulièrement preuve d'habileté et s'autorise de manière bien vue des jeux sur les codes assez réjouissants, conférant un côté délicieusement ludique à son récit. Mais ça, c'est quand ça marche. Quand ça ne marche pas, ne demeure que l'artifice, bien trop visible comme tel, et la sensation que l'auteur tire à la ligne en se dispersant fâcheusement
Sait-il où il va? Où est-il en roue libre? Allez savoir. Mais le bon alterne donc régulièrement avec le moins bon, voire avec le mauvais. Très régulièrement. Ceci étant, je suppose avec un peu de recul que ce tome 6 de luxe, plus resserré dans sa dimension mi-policière, mi-quête des origines, avec la thématique bactériologique au cœur, m'a globalement plus parlé que le précédent. Mais il y a tout de même un gros souci, cette fin suspendue qui devrait être capitale et qui ne m'a rien fait vibrer. Mais peut-être y a-t-il un piège dans tout ça. La manipulation du lecteur, après tout, est un trait fondamental de 20th Century Boys, j'imagine. Alors oui, la suite, peut-être, on verra.